Comment limiter l'étalement urbain? Comment prendre de la hauteur? Densifier, oui, mais où, comment et jusqu'où? Figaro Immo, c'est parti. Deux invités sur le plateau de Figaro Immo qu'on est très heureux de recevoir aujourd'hui pour parler de densité, pour parler d'immobilier, de bâtir autrement. Lily Munson, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de Ville Vivante qui regroupe à la fois des architectes, des urbanistes qui interviennent un peu partout en France pour développer avec les collectivités et les habitants des opérations, on va dire, innovantes de renouvellement urbain en filière courte. Didier Mignery, bonjour. Bonjour. Bonjour Didier. Alors, CEO de Up Factor qui accompagne les copropriétés, les bailleurs sociaux et les institutionnels qui souhaitent prendre de la hauteur en développant de nouveaux mètres carrés en zone urbaine dense. Justement, on va évoquer avec vous cet immobilier, ce logement. On peut innover. Quelle est peut-être pour vous, en introduction, quelle est pour vous, en matière de densité, la bonne échelle, Didier? Alors déjà, c'est vrai que chez Up Factor, on n'aime pas trop ce mot densité parce qu'il fait très peur, notamment aux élus et aux politiques. Nous, on aime bien parler de rationalisation foncière. C'est-à-dire, oui, c'est important parce que, en fait, quand on rajoute, par exemple, quand on crée une surélévation d'un bâtiment dans une rue, on rajoute quelques logements. 4, 5, 6, voire 10 logements au maximum, ce qui ne change rien à la densité réelle, on va dire, de la rue. Donc l'élévation, le fait de travailler sur la hauteur, c'est, je pense, une très bonne façon de travailler cette échelle de rationalisation foncière, de valorisation, en tous les cas de densité, si on veut le redire une fois. Bon. Peut-être la dernière fois. Allez, peut-être pour la dernière fois. Alors, densité, Lily Munson, pour vous, pour Ville Vivante. Alors effectivement, nous, on utilise plutôt le terme de compacité pour éviter celui de densité. C'est là, c'est très bien. Mais je dois dire que personnellement, j'ai beaucoup d'affection pour le terme de densité parce que même s'il n'est pas tout à fait en période de grâce, il représente énormément d'externalités positives pour les villes, et notamment le lien social, l'optimisation des infrastructures de transport, enfin beaucoup de choses, même d'ailleurs de la performance environnementale. Et donc moi, je dirais en termes d'échelle, pour moi, par exemple, une ville comme Paris, c'est une ville qui est très dense, par le génie haussmannien, mais qui, pour moi, est très fonctionnelle et reste vivable. Alors, certains disent que plus trop, mais en tout cas, le débat peut avoir lieu, mais je trouve que c'est une échelle qui, aujourd'hui, est pertinente, fonctionnelle et qui, pour moi, est un beau démonstrateur d'une densité plutôt heureuse. Et l'échelle peut être aussi à la fois les élus, les habitants, justement les concepteurs, les architectes, les urbanistes, de trouver en tout cas un accord entre tous. Ça, c'est aussi important. Alors, on va voir justement avec vous, Lily Munson, pour Ville Vivante, justement nous expliquer vos innovations. On parle de Bimbi, on parle de Bamba. Qu'est-ce que c'est alors, Ville Vivante? Alors, donc Ville Vivante, peut-être pour commencer, effectivement, c'est donc une société qui existe depuis une dizaine d'années, enfin même là qui va fêter ses 10 ans, et qui vraiment pousse le concept du Bimbi alors à la base, donc c'est Build in my backyard, pour reprendre donc l'acronyme qui était plutôt démocratisé outre-Atlantique, et qui en fait renvoie à cette idée qu'on peut construire dans son jardin pour justement produire de nouveaux logements dans des espaces où le tissu bâti est déjà plus ou moins constitué, et donc on ne vient pas faire de l'étalement urbain tout en proposant de nouveaux logements pour accueillir des habitants, alors même qu'on est dans une crise du logement qui est quand même aujourd'hui assez difficile. Oui, typiquement là, c'est pour dire aussi qu'il y a peut-être des solutions sous nos yeux. Il y a beaucoup de maisons individuelles avec des grands jardins un peu partout en France. On peut imaginer aussi un couple de personnes âgées ou une personne qui est seule qui pourrait typiquement, au fond de son jardin, on pourrait construire une maison pour un jeune couple. Ça coûterait moins cher. On limite aussi l'étalement urbain. Ça pourrait être gagnant-gagnant, mais ça, c'est pas facile à faire partout parce que ça dépend des plans locaux d'urbanistes, ça dépend des élus. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Absolument, et d'ailleurs, en fait, en réalité, Ville Vivante a été pendant très longtemps une société de R&D.
et d'ailleurs l'est encore. C'est-à-dire qu'il y avait un peu tout à construire en termes d'outils, notamment parce que cela implique, et on parlait tout à l'heure de l'échelle, à l'échelle de la parcelle, mais ça implique effectivement que les particuliers soient vraiment des acteurs directs du projet immobilier, ce qui n'est pas de coutume. Et donc, il faut réussir à faire de l'autopromotion accompagnée, et pour ça, développer tout type d'outils qui, du coup, ont pu être mis en œuvre ces dernières années. Alors, par exemple, on a eu une grosse opération à Périgueux qui a été vraiment un de nos démonstrateurs forts pour du Bimby et du Bounty. Le Bounty, alors Bounty, on va voir ce que c'est, mais déjà pour le Bimby. Alors pour le Bimby, ouais. Et donc qui a typiquement permis donc vraiment de transformer les habitants en maîtres d'ouvrage et donc de solliciter toutes les bonnes volontés de gens qui avaient des projets sur leur logement et qui souhaitaient pouvoir vraiment y construire une unité supplémentaire, évidemment dans le respect, vous le disiez, du plan local d'urbanisme et de l'ensemble des règlements, puisque ce ne sont pas les seuls qui s'appliquent. La plupart du temps, c'est d'ailleurs d'une assez grande complexité. Mais ça veut dire en tout cas que ça existe et que ça marche typiquement à Périgueux. Donc ça a représenté quoi, 300 opérations à peu près ? 300 logements, ouais. Tout à fait. Et maintenant, en fait, on a vraiment énormément de collectivités, de territoires qui nous sollicitent, alors dans des zones denses comme dans des zones moins denses, pour justement réussir à aller activer ce potentiel foncier qui, en fait, est dormant aujourd'hui, et puis même pouvoir accompagner les particuliers dans tous leurs projets d'habitat qui aujourd'hui, pour le coup, par moments, sont vraiment très rapidement bloqués malheureusement. Autre exemple, donc Bounty. Alors, qu'est-ce que c'est que Bounty ? Alors, le Bounty, cette fois-ci, le Bounty, c'est vraiment l'idée aussi, donc non seulement on peut donc, créer une nouvelle surface dans son jardin, et le Bounty, c'est l'idée de plutôt réagencer l'existant pour y construire plus de logements, plus d'espace à vivre. Et donc, ça va être à travers de la rénovation énergétique, mais pas que. Ça peut être aussi vraiment juste une question de nouvel agencement. Vous parliez de plein pied pour les personnes âgées, mais très souvent, on a de la vacance qui est liée au fait que l'habitat n'est plus adapté aux besoins des gens qui y résident. Et donc, d'ailleurs, on travaille avec des collectivités, là, par exemple, dans les Vosges, pour aider aussi à remettre sur le marché, à faire sortir de la vacance des surfaces de logement, et ça fonctionne très bien. On est d'ailleurs vraiment sollicité sur ces questions parce qu'en réalité, peu d'options existent et que c'est un modèle assez difficile à manier. Et à propos de modèle, donc il y a aussi des opérations menées typiquement à Clermont-Ferrand pour du logement abordable mené avec les habitants. Tout à fait. Et donc là, c'est notre autre acronyme donc, de Bamba. La Bamba, en fait, c'est vraiment un projet qui est un démonstrateur aujourd'hui, d'ailleurs labellisé Ville Durable, et qui, en fait, permet de construire un écoquartier vraiment à partir... c'est le premier lotissement, on va dire, construit sur mesure avec les habitants et selon leurs besoins. Donc, au lieu de faire une ZAC plutôt classique où ensuite on va attribuer des fiches de lot, etc., là, on va aller venir découper le foncier selon les projets, les besoins et les moyens des habitants. Ouais. Et donc, ça permet d'être vraiment au plus juste en termes de ressources. Et donc, ça a à la fois une vertu évidemment environnementale, puisqu'on n'est pas là à faire des mètres carrés qui ne serviront pas. Et par ailleurs, on colle vraiment aux besoins, donc même dans une logique de pérennité du projet. Et puis, une vertu évidemment économique, puisque là, on est sur des budgets qui sont quand même... très très réduit par rapport à un achat classique d'une maison préconstruite. Donc d'autres voies sont possibles, vous les explorez, donc on a vu Bimby, Bamba, est-ce qu'il y en a d'autres aussi qui se développent ? Tout à fait, mais je pense qu'on a vraiment beaucoup de scénarios potentiels dans l'autopromotion et à cette échelle vraiment du particulier. On a par exemple aussi aux États-Unis ce qu'on appelle les accessory dwelling units, qui est encore un peu un autre modèle proche du Bimby, et donc en tout cas on voit qu'il y a vraiment une forte volonté de trouver des solutions et des innovations sur ces sujets, notamment au regard du ZAN et de nos objectifs de regroupement des activités. Donc, je pense que il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est plutôt réjouissant. Bon, très bien. Didier Mignery, Up Factor. Alors, donc, on prend de la hauteur ici avec Up Factor qui facilite la surélévation. Explication. Alors, chez Up Factor, on a décidé, nous, de s'intéresser à la complexité, finalement, des règles d'urbanisme et à leur mise en œuvre dans les villes. Notamment, là, quand vous échangez avec un élu en charge de l'urbanisme et que vous lui posez un petit peu une question, dire combien de mètres carrés pouvez-vous construire en application de vos règles d'urbanisme ? Souvent, il a beaucoup de mal à répondre parce que c'est très complexe à opérer. Chez Up Factor, donc, on a mis au point un outil logiciel qui permet de détecter ces potentiels en collectant toutes les données de hauteur et en appliquant automatiquement les règles d'urbanisme. Et avec cet outil,
on est capable d'analyser un territoire, une ville, comme par exemple on vient de terminer la ville de Nice, où on a détecté un peu plus de 5000 logements à réaliser juste en application des règles d'urbanisme et en respectant les contraintes notamment des règles sismiques ou des règles techniques qui doivent être mises en œuvre dans de tels projets de surélévation. Donc là, un potentiel de 5000 logements, par exemple, pourrait être réalisé, enfin quand je dis rapidement, mais en tout cas... En application des règles d'urbanisme autorisables. Des exemples, alors menés notamment à Strasbourg avec les collectivités, comment ça s'est passé? Parce qu'au départ, on dit qu'est-ce que c'est Upfactor, logiciel, surélévation Alors c'est vrai que l'idée c'est de montrer justement ces opportunités qui existent dans les villes, qui sont là. Et dans un contexte de ZAN, c'est vrai que où on parle de zéro artificialisation nette des territoires, nous on va un tout petit peu plus loin puisqu'on travaille même sur une zéro artificialisation brute en disant il n'y a peut-être pas besoin d'artificialiser de nouveaux territoires pour construire, par contre, les nouveaux logements. C'est très important, c'est-à-dire que le potentiel existant ne permettra pas d'atteindre les objectifs à venir, bien évidemment. Il faut construire de nouveaux logements et c'est en construisant ces nouveaux logements, notamment par exemple sur le toit des bâtiments, tout en les rénovant. C'est une véritable piste qu'on a donnée, notamment donc à Strasbourg. Et Strasbourg, c'est quasiment un peu plus de 3000 bâtiments surélevables qui pourraient, si on les convertit en termes de logements, c'est quasiment 10 années de production de logements à l'échelle de l'Eurométropole de la ville de Strasbourg. Donc c'est un potentiel très important. Et à Paris, dans la capitale, avec ce plan local d'urbanisme, on parle beaucoup aussi de bioclimatique, est-ce qu'on peut mener des actions? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ou est-ce que c'est limité? Est-ce qu'il y a des contraintes? Non, effectivement, je pense que la surélévation et Paris, c'est une vieille histoire d'amour, entre guillemets, puisque ça existe depuis toujours. Il faut savoir que de grandes avenues parisiennes ont déjà été surélevées une, voire deux fois. Je pense à la rue de la Boétie, par exemple. Levez la tête et vous verrez de nombreuses réalisations tout au long du XXe siècle. Le plan bioclimatique, le nouveau PLU bioclimatique de la ville de Paris, va promouvoir en tous les cas ce principe de la surélévation en valorisant la rénovation de l'existant. Et ça, c'est un véritable... Oui, c'est-à-dire c'est de profiter justement de cette surélévation pour justement rénover, en tout cas, engager des travaux. Engager des travaux, et donc c'est une véritable opportunité, notamment pour les copropriétés, qui pourraient monnayer ainsi leurs droits à construire pour rénover leur bâti. Et en ce sens, les équipes de la ville de Paris ont réfléchi vraiment à un accompagnement. Là encore, il faut faire attention à la spéculation, bien sûr, ou à l'opportunisme de telles opérations. L'enjeu, c'est vraiment de flécher le gain de la surélévation sur la rénovation du bâti existant. Et c'est en ça que ça me semble tout à fait vertueux et essentiel. Quelles sont les potentialités d'Upfactor là, à l'échelle nationale, à l'échelle de la France? Jusqu'où on pourrait aller? Alors aujourd'hui, on travaille avec les principales métropoles françaises, puisque l'année dernière, nous avons fait Nice, Strasbourg, Lyon. On vient d'engager un travail important avec la ville de Rennes également. Bordeaux, Montpellier sont des villes qu'on réalisera en 2024. Donc voilà, donc les grandes métropoles s'intéressent à ce sujet de la valorisation de l'existant par la surélévation. Mais c'est surtout ce levier pour l'habitat privé, c'est-à-dire pour l'accompagnement au financement de la rénovation de l'existant. Ça, c'est une véritable piste qui est exploitée depuis maintenant un petit moment par les bailleurs sociaux, puisqu'il y a de nombreux bailleurs sociaux qui travaillent sur ce sujet, en valorisant leur patrimoine, en construisant des nouveaux logements au plus près des besoins, tout en rénovant leur bâti existant. Voilà. Maintenant, le marché s'ouvre également au privé et aux copropriétés en particulier. En tout cas, vous démontrez, et tous les deux d'ailleurs, qu'il y a des pistes à explorer, des nouveaux modèles à inventer, qu'il faut aussi sortir des constructions qu'on a connues pendant des décennies, donc se réinventer aussi. Qu'est-ce que vous attendez en matière de politique du logement, notamment localement, pour vous aider justement à développer toutes ces innovations? Lily? Alors moi, je ferais une réponse qui est un peu étonnante, mais déjà peut-être d'appliquer les règlements qui existent. On le voit aujourd'hui, en réalité, on a beaucoup de collectivités, beaucoup de maires qui n'appliquent pas les PLU. Tout simplement parce qu'il y a une poussée tellement forte des habitants qui sont déjà sur le territoire. Oui, parce qu'on parle d'acceptabilité. Quand on parle aussi de densité, beaucoup de riverains ne veulent pas. C'est-à-dire, intellectuellement, ils disent c'est bien, il faudrait des nouveaux logements, mais
pas en face de chez moi, donc bon. Tout à fait. Donc c'est l'inverse du BIMBY, c'est le NIMBY, voilà, le Not in My Backyard, mais qui effectivement est très très fort et qui par ailleurs aujourd'hui, je pense, se recoupe avec une tendance à la préservation aussi sur des enjeux environnementaux et qui sont évidemment tout à fait légitimes et pertinents. Mais donc on a une sorte de gloubi autour de voilà, cette idée de ne mettre sous cloche, de préserver, de ne plus construire en fait. Et alors même qu'on met des impératifs de type le ZAN, donc vraiment zéro étalement urbain, qui encore une fois sont très vertueux, en même temps on met sous cloche tous les potentiels constructibles dans les espaces déjà bâtis. Donc on se retrouve avec une situation en fait où là, pour le coup, on n'a plus de solution. Alors même, et d'ailleurs, je pense que le travail de Didier le prouve, on a un potentiel constructible qui est énorme. On a déjà une ressource infinie au sein même des règlements qui, par ailleurs, sont déjà votés, ouais, approuvés et ont été d'ailleurs concertés. Et donc voilà. Donc en fait, je pense que simplement, si on arrivait à vraiment mettre en œuvre et à activer, même je dirais, les plans existants, et les bonnes volontés existantes, ce serait déjà une très bonne nouvelle. Didier ? Ouais, je ne peux qu'approuver. C'est vrai que Factor Géoservices, notre outil, a été fait parce que le droit ne vaut pas autorisation. Mais en montrant finalement les potentiels, on arrive à avoir des opportunités validées par les élus qui découvrent que finalement, atteindre les objectifs qu'ils ont eux-mêmes fait accepter dans le cadre des PLU, c'est pas si mal. Voilà. Et donc on voit bien que il fallait montrer entre guillemets ce potentiel et cette constructibilité. Ce dont sans doute aussi on a besoin aussi bien Ville Vivante que Factor, c'est que la nouvelle échelle d'intervention soit celle de la petite échelle. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui peu d'acteurs, opérateurs immobiliers qui savent travailler non pas un immeuble de 100 logements ou une opportunité de 100 logements, mais 10 opérations de 10 logements. Et je dirais même peut-être 20 opérations de 5. Et ça, c'est vraiment, je pense, une véritable clé pour nos deux entreprises, mais également pour l'avenir et de l'acceptabilité de la densité. Je le redis, c'est pas pareil de venir faire 5 logements sur 5 rues plutôt que de faire un immeuble de 30 logements à un angle de rue. C'est pas du tout la même chose. Et je pense que c'est très important en tous les cas, que le monde de l'immobilier s'approprie cette nouvelle donne et qu'il se transforme en conséquence, quoi. Lily, oui. Oui, et si je peux ajouter, j'irais même aussi jusqu'à dire que c'est pas la même chose un projet immobilier qui est porté par la personne qui va l'occuper qu'un projet immobilier qui est porté par quelqu'un de qui après ce ne sera plus le problème. Et donc tout simplement quand on est à l'échelle de la parcelle ou à l'échelle de l'autopromoteur, etc., évidemment on est toujours sur des projets qui sont extrêmement vertueux à la fois d'un point de vue architectural mais aussi dans la performance, dans son utilisation ensuite pour le reste, en gros, de son temps d'occupation, quoi. Qu'est-ce qui permettrait autrement de fluidifier justement vos activités, mis à part, donc, bien sûr, respecter la loi, mais y a-t-il aussi d'autres choses, Didier ? Nous, clairement, la grande problématique que Factor rencontre, c'est en fait on n'a pas assez d'acteurs capables de mettre en œuvre tous les potentiels qu'on est capable de détecter. Donc résultat... Mais on vous dit, vous avez une bonne idée, on va y aller, mais bon, il y a des freins, que ce soit les opérateurs immobiliers... Des freins économiques aussi, non ? Alors, pas vraiment, dans le sens où on a un double chiffre d'affaires. On a un chiffre d'affaires à la fois de création de mètres carrés, mais on a un chiffre d'affaires aussi de rénovation globale, puisqu'à chaque fois qu'on intervient sur un bâtiment, on le rénove et on construit quelques logements complémentaires. L'enjeu, c'est cette petite échelle où aujourd'hui les opérateurs immobiliers n'étant pas prêts à le faire, nous on rêve vraiment d'un opérateur qui pourrait être la foncière du dernier étage, qui pourrait avoir une autre manière de détenir les actifs et au contraire d'une manière plus vertueuse travailler sur le partage de la valeur en rentrant dans les copropriétés, en activant les derniers étages qui ne sont pas exploités, en créant quelques logements, tout en participant à la rénovation du bâti existant, tout en conservant ces biens et en les mettant en location, on va dire, dans le cadre des besoins des grandes villes et des métropoles. Donc voilà, ça c'est une piste sur laquelle on travaille en ce moment et je pense que ça peut être un très bon outil pour les années à venir. Lily, comment produire des logements qui soient à la fois abordables et durables ?
C'est une vaste question, mais non, mais vous êtes au cœur aussi. Tout à fait. Ouais. Non, je pense qu'effectivement la question d'avoir des logements abordables est essentielle. Et le sujet, c'est vraiment de réussir à trouver le potentiel dans les fonciers qui sont bien situés. Et je pense que ça, c'est un sujet essentiel aussi, puisque aujourd'hui, on parle beaucoup de l'impact carbone du secteur immobilier, mais très peu regardent le fait que, en réalité, l'impact carbone le plus important d'un logement, ça va être les mobilités induites, et notamment les mobilités du quotidien, pour se rendre sur son lieu de travail. Et donc aujourd'hui, en fait, en modélisant et en intégrant cet aspect-là, on se rend compte que le logement ou la construction qui ne pollue pas, en fait, est celle qui est bien située, c'est-à-dire bien située à proximité des bassins d'emploi. Et donc je pense que de se donner les moyens de faire de la construction en filière courte, portée par les habitants, à des endroits stratégiques du territoire au regard de nos enjeux de développement économique et des opportunités professionnelles, c'est vraiment la clé. Et donc pour ça, il faut effectivement réussir à libérer les bonnes volontés et vraiment les projets portés par les habitants. Ce qui n'est aujourd'hui pas le cas, puisque d'ailleurs, on le voit, on a beaucoup de réticences, à la fois chez les urbanistes parisiens, à la fois chez les technocrates du gouvernement et autres, par exemple, à l'égard de la maison individuelle. Alors c'est vrai que la maison individuelle, ça fait des années qu'elle se déploie en étalement urbain, etc., et que donc évidemment, elle a mauvaise presse. Pourtant, ça reste quand même un des modes d'habitat plébiscités et qui continue à faire vraiment rêver les Français. Bien sûr. Donc c'est quand même difficile de la pénaliser a priori. Et puis deuxièmement, c'est quand même par la petite construction d'habitats individuels comme ça qu'on a fait du logement bon marché pendant des années et des années. Alors si on arrivait à la relocaliser à proximité des centres et que effectivement à travers l'opportunité du ZAN on la faisait plutôt rentrer dans les tissus existants en recréant un peu de mitoyenneté, en montant dans les airs. On pourrait même imaginer la maison individuelle en surélévation, tu vois. Je sais pas, mais en tout cas je pense que ça, ce sont des éléments qui sont essentiels pour trouver l'équilibre de cette équation pas évidente du logement abordable. Didier ? En fait, c'est une notion vraiment d'intensifier les usages plus que de densité, hein, pour finir quelque part. Sur l'intensité d'usage, très important, bien sûr. On revient sur Paris, par exemple. Paris, nous, on est dans un immeuble de bureaux où on a à la fois nos bureaux, mais au-dessus de nos bureaux, il y a des logements avec un seul et même escalier, un seul et même ascenseur. Voilà, il existe des usages qui sont denses, qui sont intenses et qui pourtant consomment peu d'espace. Et donc ça, c'est une leçon que l'on se doit de réitérer aujourd'hui, puisque pendant longtemps, je pense pendant tout le XXe siècle, on a privilégié des usages séparés avec une facilité d'accès automobile et ainsi de suite. La donne est en train de changer. Je pense qu'il faut reprendre, en tous les cas, une façon plus économe, plus frugale. Et la construction hors site, qu'est-ce que vous en pensez, Lily ? Parce qu'il faut le développer en filière courte, bien sûr, il faut que ça ait un sens. Tout à fait, je pense que c'est une des voies d'ailleurs de réinvention des filières de construction qui est extrêmement intéressante. Je pense qu'il y a aussi des acteurs pertinents qui commencent à se déployer sur le sujet et qu'on a du savoir-faire à retrouver vraiment sur la charpente, sur la menuiserie, sur plein de métiers qui en réalité, on a eu un peu une période tout béton sur laquelle, là il y a quand même aussi une exploration à faire sur les nouveaux matériaux, sur le modulaire, sur du hors-site évidemment, tout ça, je pense, sont vraiment des voies assez réjouissantes. Encore faut-il effectivement que ce soit intégré dans les règlements d'urbanisme pour que ce soit un peu incitatif. Et puis qu'on ait derrière les filières qui suivent. Parce que c'est vrai que d'imposer, et on le voit, d'imposer certaines réglementations environnementales ou certains modes constructifs, et notamment pour nous qui travaillons à des échelles de particuliers, c'est pas toujours évident. Et donc ça peut même être des freins assez définitifs à des projets. Et je pense que il faut trouver un peu, on va dire, un équilibre entre la mise en œuvre d'objectifs très ambitieux sur vraiment un renouvellement
de la construction, et puis une sorte de pragmatisme pour quand même réussir à maintenir des projets. Oui, Didier, juste ajouter une petite chose. C'est aussi, le hors-site est pour nous un outil pour le milieu occupé, puisque la surélévation est par exemple une action que l'on fait en milieu occupé, c'est-à-dire qu'on ne va pas déloger les gens pour réaliser les nouveaux logements sur le toit. Donc en travaillant avec la construction bois ou structure mixte bois-métal qui est préconstruite, on arrive à limiter le temps d'intervention sur site de manière très importante. Et ça, c'est, je pense, sans doute le succès de ce genre de projet à venir. Et il y aura un succès à venir prochainement, dans quelques jours, un colloque organisé à Sciences Po et au FCE 18 et 19 janvier à Paris. Donc on va parler justement de densité, ou un autre terme, mais en tout cas on va parler de la ville de demain. Lily, alors de quoi s'agit-il ? Absolument, et je vous remercie d'en parler. C'est vraiment un temps fort pour nous qui va se tenir donc, à Sciences Po Paris et à l'Institut de France. Donc l'Institut de France le premier jour, le 18 janvier, et à Sciences Po Paris le 19. Et donc c'est co-organisé avec Sciences Po, avec l'OFCE, notamment dans le cadre du lancement d'une chaire sur les dynamiques urbaines qui va être coportée par ces deux institutions et à laquelle Ville Vivante va prendre part. Et on est vraiment très content de la création de cette chaire, tout simplement parce que l'objectif, c'est d'avoir un espace de travail, de recherche sur vraiment ces différents critères de la densité et de la fabrication urbaine, justement dans toutes ces composantes de mobilité, de mode constructif, d'implication des habitants. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus dans le débat public cette question de la densité qui prévaut, avec beaucoup de conservatisme, alors même qu'il y a beaucoup de solutions, alors même que la densité, ça peut être aussi un levier et une opportunité, notamment pour de meilleures performances environnementales de nos villes. L'idée, c'est vraiment de débattre et de poser sur la table tous ces sujets, avec des chercheurs qui viennent du monde entier pour cette occasion. On a d'ores et déjà quasiment plus de 700 inscrits, donc à la fois des professionnels, des étudiants, des chercheurs. Et on est ravis parce qu'on sent qu'il y a un engouement pour discuter, on va dire, du fond de cette question. Et Didier sera présent. Absolument. Également, oui, tout à fait. J'aurai la chance de participer pour parler de la surélévation, bien évidemment. Eh bien, en tout cas, merci à tous les deux de nous avoir éclairés. On peut aller plus loin avec Ville Vivante, on peut aller plus haut avec Up Factor. Didier Mignery, merci beaucoup. Merci. Lily Munson, merci. Merci beaucoup. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.